Donc, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui dans le Limousin accompagné d'un invité que je vais vous présenter tout de suite. Cet invité, il a une particularité, c'est-à-dire qu'il s'est fait financer un bien immobilier en tant qu'étudiant, sans salaire, sans passer par l'astuce du prêt étudiant. Il a bien eu un prêt immobilier. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable, donc on va en parler tout de suite avec lui. Avant tout ça, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube ci-dessous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et également, lisez bien la barre de description ci-dessous, vous allez pouvoir télécharger gratuitement un petit pack de bienvenue. C'est un petit cadeau que je vous fais. Le contenu est 100% secret, mais voilà, il t'aidera à atteindre l'indépendance financière ou du moins à commencer ton processus. Donc, salut mec. Salut. Comment tu vas? Très bien et toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde, nous dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu es là en fait aujourd'hui? Ouais, il n'y a pas de souci. Alors je m'appelle Valentin, j'ai 22 ans, donc j'habite dans le Limousin, comme a dit Raph. Ouais. Je suis dans les études de la santé, je suis en deuxième année, donc là il me reste encore une année avant de commencer à travailler. Donc moi j'ai découvert Raph quand j'étais dans les études de médecine, donc pour réussir sa PACES. Donc j'avais lu le bouquin et tout, déjà à l'époque ça m'avait bien motivé. Et là donc je retrouve Raph 2 ans après sur l'indépendance financière, livre qui m'a bien boosté pour commencer les projets immobiliers. Ouais. Concernant l'immobilier, j'étais déjà intéressé il y a quelques années de ça, donc j'avais 18 ans environ, donc Okay. si tu vois à 18 ans, tu peux pas trop investir comme ça. Enfin, C'est compliqué, t'es jeune. c'est compliqué. En fait, surtout il y a quelques années où c'était pas encore bien comme maintenant, où maintenant j'ai l'impression qu'on peut faire plus les choses. Ok. Donc du coup, je m'étais pas trop intéressé. Et c'est vrai que là, il y a quelques années, avec l'indépendance financière, là, ça a été Le déclic, c'était entre guillemets, c'était ouais. le déclic clairement. Clairement, c'était le déclic. Ok. Donc ça, c'est ça qui est marrant, c'est que voilà, on retrouve Valentin qui avait commencé avec mon premier petit business sur la médecine et aujourd'hui sur Club Millionnaire. Donc c'est marrant de voir qu'il y a eu un switch et ça fait plaisir. Du coup, qu'est-ce qui vraiment t'a intéressé dans l'immobilier? Comment tu as découvert l'immobilier? Est-ce que c'est vraiment le switch? Tu m'as vu parler de temps en temps sur YouTube d'indépendance financière, ça t'a attiré? Est-ce que tu as de la famille dans l'immobilier? Ouais. Est-ce qu'on t'a incité à investir autre que Internet? Comment ça s'est passé? Ouais, donc c'est vrai que j'ai déjà un peu de famille qui est dans l'immobilier. Ok. Ça reste léger quand même. Ouais. Mais juste déjà, ça motive, ça booste. Donc le livre L'indépendance financière, déjà voilà, j'étais intéressé sur l'immobilier. Le livre qui montre quand même que ça a l'air accessible, tu vois, Ouais. c'est super accessible. Donc là, on commence à se renseigner, on commence à regarder plus d'infos, à regarder sur les annonces, etc. On voit les rentabilités, etc. Et voilà. Tu as fait le curieux, tu es allé sur des sites comme Le Bon Coin, Se Loger, tu as essayé de faire quelques Exactement, petits chiffres, c'est sur mon etc. téléphone, je reçois les annonces tout le temps, enfin en direct. Ok. Donc voilà, c'est. Tu surveilles le marché. Ouais, on se met dans un milieu là immobilier pour commencer et ça part. Et tu t'es mis à apprendre comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu voyais toi dans l'immobilier? Parce que c'est vrai que voilà, encore une fois, quand on est jeune, quand on a 18, 20, 22 ans, on pourrait se dire, bon voilà, on est en mode études, on est en mode soirée, on est en mode fille, on est en mode alcool, bref, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que tu vois dans l'immobilier pour le futur? Est-ce que tu vois vraiment quelque chose qui va te permettre d'atteindre une indépendance financière ou c'est juste pour le délire d'en avoir un clairement, ou deux? Qu'est-ce que tu vois? clairement c'est pour l'indépendance financière. Ok. C'est vraiment un état d'esprit, de pensée là que j'ai développé pendant ces quelques années, Ok. à force de lire, de regarder des vidéos de YouTube tout simplement. Et c'est pour. Le but est d'en avoir de plus en plus. Tu commences par un Exactement, premier, un second, exactement. un troisième Ouais. et de continuer à investir toute ta vie. Ouais, clairement c'est ça. Donc tu ne te Exactement. vois pas travailler toute ta vie par exemple. Non, voilà. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est pas possible clairement. Non, c'est pas Pourquoi? possible. C'est La liberté? Ouais, la liberté c'est important et puis de voyager. Ok. Je pense qu'on a tous cet état d'esprit de liberté. Déjà de base, on a envie d'être libre, de ne pas travailler pour le patron, même s'il faudra y passer malheureusement. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça et l'immobilier c'est un bon placement et C'est dans clair. quelques années, il y aura moyen d'être indépendant financièrement, quoi. Ok. C'est l'objectif. Donc encore un jeune qui va pas faire une carrière complète. Non, ça c'est sûr. Ça, Ok. c'est clairement sûr. C'est sûr, ok. Du coup, parlons un petit peu de concret entre guillemets de ton investissement, puisque tu as réalisé un investissement ici dans le Limousin. Est-ce que tu peux nous en dire plus avant qu'on revienne particulièrement sur le point du financement, nous dire un petit peu ce que tu as acheté comme surface, etc. Ok. Alors du coup, pour mon premier bien, j'avais décidé j'ai un peu entre guillemets choisi la sécurité. T'as raison. Je voulais vraiment prendre quelque chose. Moi, j'étais dans l'investissement pour étudiants, donc c'est-à-dire un 30 mètres carrés.
Si possible, très bien placé. Donc moi j'ai eu la chance de trouver un bien placé à même pas 150 mètres d'un hyper U, donc bon avantage. Et je me suis focalisé sur la fac de sciences, là où je suis. Tu es juste à côté de la fac de sciences aussi? Ouais, donc même pas 100 mètres à pied. Il y a une ligne de bus pas très loin, donc franchement j'ai voulu jouer sécurité. Bien desservi. Voilà. Et en plus le bien, il reste bien situé au calme. Résidence étudiante. Non, super. Niveau placement, vraiment j'ai joué la sécurité sur ça. Donc 30 mètres carrés, tu nous as dit c'est quoi? C'est un T2, c'est un studio? T1, ouais. Donc il y a une chambre séparée? Non. Ouais, non, c'est chambre isolée quand même, tu as fait une petite corniche, c'est comment? Bah c'est déjà, je l'ai acheté directement, mais du coup, si tu veux, il y a le salon, il y a la chambre dedans, ça reste un T1. C'est un canapé lit? Ouais. Ok, super, genre. C'est ça. Ok, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres ou pas? Alors du coup, c'était un bien 30 mètres carrés. Il était en vente à 35 000. Alors moi j'ai aussi encore joué la sécurité sur ce coup-là. L'appartement était déjà loué. Déjà loué, ok. Il y avait donc déjà un locataire dedans. Donc oui, en nu ou en meublé? Donc en nu du coup. Ok. Alors, est-ce que tu vas conserver ce type de location? Donc, tu as acheté un bien loué, donc pourquoi pas, c'est bien, tu as acheté une rentabilité, tu sais tout de suite si tu te rapportes du cash flow, si tu as une sécurité. Comme tu as dit, c'est ton premier bien, donc ça te sécure, c'est top. Mais est-ce que quand ton locataire va partir, tu vas continuer de louer en nu ou pas? Alors, ça c'est une question que je me suis déjà posée. Du coup, je pense que dès que le locataire va partir, je vais mettre ça en meublé. Donc là, pour l'instant, je suis dans un régime où je ne paye pas d'impôts, je n'ai pas de salaire. Donc voilà, il faudra s'y pencher et mettre ça en meublé, faire les travaux, etc. dès que le locataire va partir. Ok, donc voilà, Valentin a dit qu'il n'avait pas d'imposition pour l'instant, tout simplement parce que, on vous l'a dit au début de la vidéo, il n'a pas de revenus. Il a investi dans l'immobilier avec un prêt immobilier, mais sans revenu en tant qu'étudiant, donc on va revenir dessus. Mais vous savez, il y a une loi qui dit qu'en dessous de 4400 en tant qu'étudiant de revenus en tant qu'étudiant, si on fait des petits jobs à temps partiel par exemple, n'est pas du tout imposé. Donc c'est la référence à laquelle fait ma référence Valentin. Quoi d'autre? Donc pourquoi tu voudrais rebasculer en nu potentiellement du coup? Alors du coup, ça sera donc rebasculer en meublé du coup. En meublé, pardon, excusez-moi. Ça sera pour tout ce qui est impôts, etc. Les taxes pour défiscaliser, etc. Donc là pour l'instant, j'ai pas trop de soucis à me faire pour l'instant. Mais c'est vrai que voilà, va falloir pour les charges, etc. Les impôts, ça sera plus avantageux pour moi. Pour améliorer la rentabilité, le rendement de ton opération. Bien sûr. Parce que voilà, quand on loue en meublé, en général, on dit qu'il y a 3 avantages. Le premier, c'est qu'on a un bail qui est plus souple. Le deuxième, c'est qu'on peut louer son loyer de 10 à 30% plus cher. Alors malgré le fait qu'il faut mettre des meubles, on amortit quand même ces meubles rapidement que le loyer qui est 10 à 30% plus cher. Et troisième, et la plus grosse des raisons, c'est l'amortissement des biens, la fiscalité. On peut amortir le bien immobilier, ce qui fait qu'on ne paye pas d'impôts pendant les premières années, alors qu'en nu, généralement, on peut très vite se mettre à payer des impôts. Bref, on ne va pas détailler ce point-là, c'est un petit peu compliqué. On en a beaucoup parlé hier soir ensemble, on peut en parler pendant très longtemps. C'est vrai. Mais voilà, retenez globalement qu'en tout cas, le meublé est souvent plus intéressant. Dans ton cas, tu n'avais pas le choix, tu as acheté une rentabilité. Non, c'est ça exactement. Je pense que voilà, dès qu'il va partir, c'est un étudiant aussi? Voilà, dès que l'étudiant va partir à la fin de son cursus, surtout qu'en fac de sciences, ça ne dure pas très longtemps les cursus, c'est ça? Alors là, c'est pas aller en BTS. Donc c'est même pas une personne de la fac de sciences, c'est quelqu'un qui est en BTS. En plus. Donc en plus, c'est même pas ça. Donc signe et 2 ans environ facilement. Voilà, c'est ça exactement. Ça tourne bien. Aucun risque de ne pas pouvoir louer, c'est sûr que tu vas louer facilement. Qu'est-ce qui a fait que tu as acheté par exemple ce bien et pas un autre? Est-ce que tu as mis longtemps à trouver un bien ou ça a été relativement facile? J'ai mis 3 mois, j'ai fait 2-3 visites d'appartement. Mais après c'est vrai que sur la rentabilité, c'était pas au top. Donc non, et puis moi je voulais vraiment être dans quelque chose d'étudiant. Donc il y a aussi une fac de droit. Donc je voulais vraiment taper sur une fac de droit, une fac de sciences. Et donc là c'était la fac de sciences et c'est vrai qu'il y a plus de personnes, plus d'étudiants, donc déjà la probabilité elle augmente. Du coup, voilà, c'est pour ça. Ok. Fac de sciences principalement. Comment se sont passés un petit peu tout le process vis-à-vis de ton jeune âge? Puisque l'agent immobilier, la banque, on va parler un petit peu après, mais l'agent immobilier, le notaire, etc. Comment ils t'ont reçu en tant que jeune personne, entre guillemets? Alors, du côté des banques, c'était un peu compliqué. On n'est vraiment pas pris au sérieux. C'est ça. On est là à nous poser, on comprend pas trop, on croit que j'ai déjà un salaire. C'était souvent les banquiers qui croient que j'ai un salaire et ils ne comprennent pas. Tu ne rentres pas dans les cases typiques. Généralement, personne, je pense, ne va les voir pour racheter de l'immobilier sans salaire. C'est vrai que pour le coup, c'est atypique. C'est atypique, c'est compliqué. Les agences, pas spécialement étonnées. Bon, c'est étonnant quand même, mais bon, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'ils sont un peu moins étonnés que les banques. Et du côté des banques,
c'est souvent pas pris au sérieux, etc. Et il faut, surtout les premières fois quand on arrive et qu'on commence à monter son projet, on bégaye un peu, tu vois, on n'est pas sûr de soi. On manque un peu d'assurance, Ouais, c'est la première fois qu'on fait quelque chose. Ça allait beaucoup mieux sur les, parce que j'en ai fait 4-5 et puis sur les 2 dernières. On sait comment on parle direct, on va précis, on a déjà notre projet qui est mis en place, on sait les chiffres, on sait la rentabilité, on pose tout sur table. C'est ça. Et on attend les réponses, quoi. Tu sais quoi dire, tu as le vocabulaire. De toute façon, il n'y a pas de secret. Plus on fait, plus on sait comment ça se passe. C'est vrai qu'au début, comme toutes les premières fois, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On bégaye, on hésite un peu, on est hésitant et ça se ressent, il y a une question de feeling. Donc, ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour les chiffres, par contre, on n'avait pas fini. Ouais, bah dis-moi du coup les chiffres. Alors, ouais, donc les chiffres, c'était à 30 mètres carrés, vendu à 35 000. Il y a donc déjà un locataire dedans, donc il y a possibilité de faire une décote. J'avais fait une proposition à 30 000, donc 5 000 € de moins. Et donc il y a une contre-proposition à 32 000, on ne pouvait pas descendre. J'ai pas négocié plus, parce que moi il y avait déjà peut-être un autre acheteur qui était sur le coup, etc. Ouais, l'agence immobilière t'a fait… Donc on est parti sur 32 000. Donc 32 000 plus frais d'agence, frais de notaire, on monte à 40 000. 40 000 40 000 et après ça va être les frais de… Donc on va expliquer pourquoi après. On va expliquer de financement. Voilà, excellent. En tout cas, tu avais balancé une offre à environ moins 15%, ça, de 35 000 à 30 000, tu m'as dit? Ouais, c'est ça, exactement. C'est à peu près 15%. Donc excellent, franchement, n'hésitez pas à balancer. Faut voir que les prix, là où je suis, on va être, là où j'ai acheté le bien, on va être entre 1200, 1300 au mètre carré. Donc là, on descend à environ 1000 parce que c'est un bien, 31,02 mètres carrés. Donc tu vois, on est à quasiment 1000 € de mètre carré, un peu plus. Ouais. Donc franchement, sur le prix d'acquisition. Ouais, sur le prix, on est bon, quoi. Voilà, on est sur un bon prix. Un très bon point lorsqu'on fait une opération immobilière, un achat immobilier, toujours acheter en dessous du prix du marché. C'est ce qui conditionne directement à l'achat si vous allez faire une bonne affaire ou pas. Ouais. Sinon, votre ville, c'est 2000 € le mètre carré, vous achetez à 2000 € le mètre carré, vous n'avez pas fait une bonne affaire. Puisque si vous revendez 2 jours après avoir signé le bien chez le notaire, vous ne gagnez pas d'argent. Au contraire, vous en perdez puisqu'il y a les frais de notaire, les frais d'agence à amortir avant. Ouais. Donc, très important de toujours très bien l'acheter en dessous du prix du marché. Donc, c'est ce que tu as fait. Donc, top. Parlons encore un petit peu chiffres du coup en termes de cash flow. Je pense que tu as posé tes chiffres, je l'espère. Ouais. Donc du coup, on est sur un loyer à 375, dont 80 € de charge et 20 à ma charge. Du coup, ça fait 290 en charge. Et donc, tout compris, je paye par mois, donc sur tout mon crédit, environ 180 € par mois. Donc, on va avoir environ 30 à 40 € de cash flow qui rentre dans ma poche par mois. Donc tu as financé sur combien de temps? On va parler juste après du financement. Donc j'ai fait le financement sur 20 ans. Par contre, pour les banques, j'ai dû mettre un petit amortissement. Un petit apport? Ouais, un petit apport, pardon. Donc de 5 000 €. Ok, on en parle juste après. Voilà. Mais bref, tu as du cash flow positif. Donc peut-être que certains vont se dire, ok, il n'a que 30-40 € de cash flow net, on parle bien de net, dans sa poche, c'est ridicule, c'est pas grand-chose. C'est sur le… Ça vaut pas le coup de faire l'opération. Non, il faut clairement pas avoir ça. Il y a du cash flow positif, donc c'est quelque chose de très bien. Et le cash flow positif, c'est une des façons de s'enrichir dans l'immobilier. Chaque mois, tu vas amortir du capital, c'est une façon de s'enrichir indirectement. Ton bien prend de la valeur avec le temps qui passe, donc c'est quelque chose qui permet de t'enrichir également indirectement. Bref, il y a plein de façons de gagner de l'argent via l'immobilier. Et surtout, le plus important où tu t'enrichis le plus, c'est dans la tête, parce que tu as appris beaucoup de choses sur le terrain en faisant les choses sur le terrain. Et ça, je pense que c'est la meilleure des expériences et ça n'a pas de prix. Tu t'es formé et en plus, tu as gagné de l'argent. Donc c'est top. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Je pense que là, les gens attendent cette partie avec impatience. C'est comment peut-on acheter de l'immobilier en étant étudiant, sans salaire et en faisant un prêt immobilier classique sans magouiller, quoi. Alors, comment ça s'est passé? Tu es allé voir ta banque directement? Tu es allé voir un courtier? Comment tu as fait? Alors déjà, donc après avoir lu ton livre, j'étais vachement intrigué par le fait d'utiliser le prêt étudiant. Que j'ai utilisé du coup moi-même personnellement. Voilà, exactement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un peu, j'avais que 2 ans d'études à finir, un peu compliqué pour essayer d'avoir un bon financement au-delà de 40 000 € par mois pour pouvoir financer le bien. Pour un prêt étudiant, ouais. Donc c'est compliqué, j'ai essayé d'un peu de… Voilà, j'ai essayé de trouver une histoire qui… viable quand même, et j'arrivais à monter, je montais à 16 000 €. Plus le reste de l'argent beaucoup plus tard, donc c'était pas du tout intéressant. Donc ils t'ont proposé 16 000 € en prêt étudiant qui te découpait en 2 fois, c'est-à-dire qu'ils te donnaient peut-être, tu m'avais dit… Non, j'avais 16 000, non j'avais 16 000, donc… 16 000 tout de suite. Et puis après 2 ans plus tard, voilà le reste. Ok, du coup on a compris que le prêt étudiant c'était compliqué, un déblocage segmenté des fonds, ça allait pas le faire, du coup là tu t'es dit comment je vais faire? Alors ce que je vais faire, donc ça a été ma première démarche d'aller faire le prêt étudiant. Je me suis dit bon allez, je vais aller voir les banques, on va voir comment ça se passe. Donc ça m'a permis en plus d'aller voir le prêt étudiant de me débloquer face à un banquier, à une personne que je connaissais pas. Comment il parle. Ouais, voilà, exactement. Donc du coup j'ai été voir 4-5 banques. On me prenait déjà pas au sérieux comme j'ai pu dire un peu, puis
il y avait des noms sûrs directement. Et sinon, c'était des choses incertaines. On me disait, ouais, on va voir avec la direction, c'est pas sûr, etc. Te balader un peu, quoi. C'était pas trop. Ouais. C'était atypique, encore une fois. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, j'ai eu pendant un rendez-vous avec l'agence immobilière, je parle un peu du financement, etc. Donc, moi, par contre, j'étais certain, malgré tout, que j'aurais pu avoir le prêt allait être accordé le crédit allait être accordé par une banque. Okay. Et l'agence me dit, écoutez, on travaille avec un courtier. Je vais l'appeler, on va savoir si c'est possible. Donc l'agence immobilière, tu dis ça? Ouais, c'est l'agence Tu immobilière. lui as dit que tu galérais un petit peu, que c'était compliqué et elle t'a conseillé un courtier. Ouais, j'ai expliqué les choses clairement et tout. Donc la personne de l'agence me dit, bon, bah, on va l'appeler, on va voir comment ça se passe. Ouais. Et là, la courtière, ok, je suis d'accord, on prend le dossier, on voit comment ça se passe, il y a moyen de faire quelque chose. Du coup, est-ce que c'était une petite agence ou c'était une grosse agence pour ton agence de courtier? Du coup, petite agence locale. Petite agence locale, pas connue nationalement parlant? Non, pas du tout, non. Donc c'est l'avantage de travailler avec des petits courtiers, généralement ils se battent un peu plus pour votre dossier comparé aux grosses agences nationales qui ont des franchises où là elles acceptent beaucoup plus des dossiers classiques et simples à faire passer. Donc ok, comment ça s'est passé avec le courtier du coup? Alors le courtier, ça a bien changé en tout cas avec les banques, c'était vraiment plus positif on va dire. Ouais. La situation elle était un peu bizarre encore, ok, vous n'avez pas de revenus, vous voulez investir, etc. Bon voilà, c'est atypique. Ouais, c'est atypique exactement. On n'a pas vu ça tous les jours quoi. Ouais. Donc ok, écoutez, je vous rappelle dans la semaine prochaine, on voit comment ça se passe. Ok, du coup je reçois un coup de téléphone la semaine prochaine. Écoutez, on a une offre, il y a une banque qui a accepté l'offre. Donc l'apport, il fallait que je mette l'apport comme j'ai dit tout à l'heure, 100 000 €. Crédit sur 20 ans. Ok. Voilà, tout. Et après c'est parti. Hein. Donc c'était la condition de la banque. Au niveau du taux, c'était un taux dans les taux du marché donc le taux de base, on était à 1,55. Ok. Et avec la TAEG, tout compris, on était un peu plus de 2. On va dire 1,86. Ok, bon. Pas forcément le meilleur des taux, mais un taux. Voilà. De toute façon, tu n'étais pas en position de force pour négocier. Ça. Le problème, c'est que malgré que j'ai quand même fait des négociations pour voir si on pouvait descendre un peu plus bas, etc. Et c'est vrai que les portes elles sont un peu fermées, mais ça reste, ça reste positif puisque tu as pu faire l'affaire. Par exemple, au niveau des frais de dossier, je pense que tu as eu un peu de frais de dossier. Ouais, bien sûr, j'ai des frais de dossier, ouais. Donc ça, vraiment, c'est un truc qu'on peut essayer un peu de négocier, de les baisser, mais là, forcément, voilà. C'est déjà, je pense, un peu inespéré d'avoir une offre. Comment tu as dit qu'il y avait une offre? Comment tu as réagi? Moi, j'y croyais vraiment et puis… Tu te voyais déjà signer le bien, toi? Ouais, franchement, c'est bien ça. Ouais, c'est clairement, j'étais dans une vision vachement positive malgré que j'ai eu 3 refus de banque, etc. que j'ai des choses incertaines. Ouais. La courtière, c'était vraiment dynamique, ça s'est fait rapidement, on était sur la même longueur d'onde, en vrai. Et moi, j'ai dit, ok, on part comme ça. Et puis après, de toute façon, il y aura très bien des solutions pour après se faire racheter, par exemple, par une autre banque, le projet, etc. Donc, là, vraiment, c'était de se faire accepter le bien, quoi. Donc, si on résume, tu as eu un financement total à 110% comme on dit, donc c'est-à-dire prix d'acquisition, plus frais d'agence, plus frais de notaire, 41 000 €, ça, tu as dit tout à l'heure. Financé à 110% avec la condition d'un petit apport de 5 000 € que tu avais disponible, tu avais un peu d'épargne de côté. Voilà, j'ai de l'épargne. Donc voilà, souvent on dit qu'il faut mettre 0 € dans son projet, enfin le minimum. Voilà, si ça permet de débloquer une affaire, de mettre un peu d'apport, clairement il faut mettre un apport. Là, comme tu l'as fait, c'est parfait. Enfin voilà, tu as l'affaire, tu l'as signé, c'est magique. Du coup, c'est top, encore une preuve que c'est possible d'investir dans l'immobilier quand on n'a pas une situation classique. C'est vrai que sur la chaîne, on avait déjà vu des gens en intérim, en alternance, en étudiant, bref, tout. Encore une confirmation, donc ça c'est cool. J'ai voulu voir, C'est vrai que moi aussi, je me suis dit, punaise, j'étais dans une vision positive, mais c'est vrai que c'est important déjà ça. De ce qu'on peut lire, bon, il faut un CDD, un CDI, etc. Un CDI, même le CDD, c'est vraiment pas bien vu. Hein. Ouais, c'est pas bien vu non plus, mais ça peut passer aussi. Ça peut, plus compliqué, mais ça peut. C'est un peu compliqué. Du coup, comment tu vois les choses pour le futur? Par exemple, est-ce que tu as fait une opération, c'est bien, mais est-ce que tu comptes réinvestir rapidement ou pas? Alors c'est vrai que là du coup on va gérer déjà l'appartement parce que je vais m'en occuper, on va voir déjà comment ça se passe, je vais essayer de me familiariser plus avec la suite que après l'achat, la gestion maintenant. Si possible refaire peut-être un appartement l'année prochaine. L'année prochaine là je vais prendre mon temps et surtout là où j'espère que ça va bien partir, c'est dès que je vais avoir mon salaire, etc. C'est ça. Là je vais vraiment avoir l'avantage de savoir où je me dirige, dans quoi je vais, les rentabilités, etc. J'aurai vraiment moins de problèmes avec les crédits. C'est ça. Donc là après ça va partir. Clairement j'ai vraiment hâte de travailler pour que ça débloque tout et on part quoi. Là tu pourras enclencher la seconde comme on dit, tu as une situation. Là je suis bloqué encore donc ça reste un peu voilà. C'est un peu compliqué, mais bref, voilà. Possible en tout cas, largement. C'est clair. Largement possible. Donc du coup, très bien, tu continues à investir dans l'immobilier, c'est parfait. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, tu te vois où?
Alors, déjà, faut que je finisse mes études là, donc j'ai encore 1 an et demi. Après, je vais devoir travailler comme tout le monde, si possible, donc pendant quelques années, et après partir dans du libéral, etc. Là où ça va bien m'aider aussi pour l'augmentation des revenus. Et après, dans 10 ans, essayer au moins d'être… voilà, j'ai aussi en prévision de faire un peu d'acheter des appartements pour faire de la location saisonnière. Donc ça sera plus, je pense, que quand j'aurai le salaire, etc. Les immeubles de rapport aussi, où je regarde vachement, c'est super intéressant. Mais vraiment dans 10 ans, si tu fais un bond de maintenant à dans 10 ans, quelle est ta situation dans 10 ans? Où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu fais, etc. J'espère avoir un bon patrimoine déjà, un gros patrimoine. Combien? À la louche. Oh, la louche. Te projeter un peu. Clairement, sans… Non, sans prétention, il faut être ambitieux. Sans prétention, clairement, un immeuble de rapport, 3 apparts étudiants et au moins 2 locations. Et ça, c'est le minimum. Multiplie tout par 2. On se retrouve dans 10 ans pour l'épisode numéro 2. Franchement, clairement, c'est ça. Donc, merci à toi, Valentin. Prouver que voilà, quand on veut quelque chose et qu'on se bouge, on peut avoir cette chose. Donc voilà, je te souhaite vraiment le meilleur. J'espère vraiment que tu vas encore démultiplier tous ces résultats. Et on se retrouvera certainement pour l'épisode numéro 2 pour voir où tu en es. J'espère. Je suis sûr que tu vas avancer, c'est sûr et certain. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à la commenter. Si vous avez des questions, je viendrai y répondre avec plaisir avec Valentin, à la partager avec des amis à vous qui aimeraient investir mais qui pensent qu'ils ne peuvent pas investir. Voilà, je pense que la vidéo et le contenu de Valentin va clairement vous motiver. Et si le livre dont on a parlé avec Valentin, des bancs de la fac à l'indépendance financière, donc un livre que j'ai écrit moi-même dans lequel je retrace un peu mon parcours de A à Z, du coup des bancs de la fac puisque j'étais étudiant en médecine, à l'indépendance financière que j'ai aujourd'hui, vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la barre de la description ci-dessous. Vous allez pouvoir retrouver un lien directement pour pouvoir vous le procurer. Il est actuellement en promotion en plus au prix de production, c'est-à-dire que je gagne 0 € sur ce livre, tout simplement pour que mon histoire puisse atteindre un maximum de personnes. Donc dedans, je parle d'immobilier, je parle de marché financier, je parle des petites galères que j'ai eues, assez marrantes, je parle de plein de choses. Donc voilà, tout se trouve ci-dessous. Valentin, merci beaucoup, je te recheck. Ouais, merci à toi. Je te dis à très vite. Ouais, à très vite. Allez, ciao, ciao.